Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours de calcul pour le Taj-Maj, référence C301. On parle aujourd'hui d'analyse combinatoire et probabiliste. Alors je l'ai mis dans les cours de niveau avancé, mais vous allez voir, une fois qu'on a compris quels sont les principaux concepts, c'est des exercices qui finalement sont plutôt simples. Alors dans le détail, de quoi on va parler? On va d'abord parler de tout ce qui est arrangement et combinaison, et peu à peu on va faire la transition vers les suites arithmétiques. On parlera évidemment également de probabilité, que ce soit probabilité simple ou probabilité conditionnelle, mais on parlera aussi d'un nouveau type d'exercice qui est très courant, qu'on pourrait appeler le dénombrement de chiffres. Ce cours fait partie du programme Battre le Taj-Maj, qui, au-delà des cours, propose également 6 tests blancs complets et corrigés, et des milliers d'exercices. Vous pouvez retrouver, grâce au lien en bas de la vidéo, ce programme sur notre chaîne YouTube ou sur ce site internet. Alors, commençons par l'analyse combinatoire. Analyse combinatoire, en réalité, le plus souvent, c'est simplement un dénombrement de cas. Dans le prix de Sydney, premier exemple, disputé sur l'hippodrome d'Auteuil, on comptait 9 partants. Combien de trios ordre, pari consistant à trouver les 3 premiers chevaux en tenant compte de l'ordre d'arrivée, faudrait-il jouer pour être certain de gagner? Alors, autrement dit, on va chercher le nombre de podiums de 3 chevaux qu'il est possible de créer à partir d'une liste de 9 chevaux. Bon, la formule ici, c'est la formule des arrangements, d'accord? Et on cherche à faire un arrangement de K parmi N, d'accord? Et la formule d'un arrangement de K parmi N, c'est factoriel N sur factoriel N-K. Alors, factoriel, pour ceux qui l'ont oublié. Si je prends un nombre, par exemple factoriel 7, c'est le produit de 7 et de tous les nombres entiers qui lui sont inférieurs. Donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et comme ils sont rangés dans l'ordre, on peut remarquer quelque chose, c'est que par exemple ici, le 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, mais c'est factoriel 6 également. Donc ce qui veut dire que notre factoriel, on va la développer jusqu'où on veut. Par exemple 7, si on veut développer que jusqu'à 4, eh bien on va dire que factoriel 7, tout simplement, c'est 7 fois 6 fois 5 fois factoriel 4. Parce que factoriel 4, c'est quoi? C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors il y a quelque chose qui va nous être très utile quand on va devoir calculer avec des factoriels, c'est garder à l'esprit que factoriel 5, c'est égal à 120. Une fois qu'on garde ça, ça va accélérer beaucoup de nos calculs. Bon, on revient à notre problème. Nous, on veut arranger, d'accord? Arranger, ça veut dire qu'on tient compte de l'ordre dans lequel on range les chevaux, vu que l'idée c'est de trouver les 3 premiers dans l'ordre. 3 chevaux parmi 9. Alors, 3 chevaux parmi 9, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, N, c'est 9 et K, c'est 3. Donc ça fait factoriel 9 sur factoriel 9 moins 3. Autrement dit, factoriel 9 sur factoriel 6. Et là où est-ce que c'est intéressant de développer les factoriels au point où on le souhaite, c'est que je vais faire factoriel 9 sur factoriel 6. Je pourrais faire ça. 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et faire ma petite simplification maintenant, du 6 avec le 6, du 5 avec le 5, du 4 avec le 4, du 3 avec le 3, du 2 avec le 2 et du 1 avec le 2. Mais c'est clairement du temps perdu. Pourquoi? Parce que vu que factoriel 9, on le développe comme on veut, on peut faire 9 fois 8 fois 7 fois factoriel 6 et s'arrêter là. Le tout divisé par factoriel 6, et on n'a plus qu'à simplifier. Il nous reste à faire ce calcul 9 fois 8 fois 7. 9 fois 8 fois 7, comment on va faire ça? On sait évidemment que 8 fois 7 c'est 56. 9 fois 56, autrement dit 56 fois 10 moins 1. Autrement dit 560 moins 56, ce qui nous donne 504. Donc il y a 504 façons différentes de classer 3 chevaux parmi 9, de faire 3 podiums de chevaux parmi 9. Donc ce sera la réponse C, 504. On va noter que, au fond, passer par ce concept mathématique d'arrangement pour classer les chevaux,
est assez stupide. Pourquoi? Parce que on aurait pu se contenter de le représenter dans notre tête de cette manière-là, hein, de dire il y a 3 places, il y a un podium, et de se demander quels sont les choix possibles pour chaque place, d'accord? Première place, bah, on peut choisir parmi 9 chevaux. Deuxième place, on ne peut plus choisir parmi 9 chevaux, vu qu'on a déjà désigné le gagnant. Il nous reste 8 prétendants pour la deuxième place. Et troisième place, bah, on ne peut plus choisir que parmi 7 chevaux pour sélectionner celui qui sera troisième. Autrement dit, c'est tout simplement 9 fois 8 fois 7. Pas besoin de passer par les factoriels. Maintenant, on va prendre un autre exemple où on n'est pas vraiment dans les factoriels, mais on va utiliser exactement ce raisonnement-là. Si je dis que j'ai 5 chemises, 7 cravates et 3 vestes dans ma valise, 5 chemises, 7 cravates et 3 vestes, et qu'on me demande combien de tenues différentes je peux constituer, bah, je choisis entre 5 chemises, 7 cravates et 3 vestes. Autrement dit, 5 fois 7 fois 3. 5 fois 7 fois 3, c'est combien? C'est 35 fois 3. 35 fois 3, c'est 105. Réponse C. Aucune difficulté dans ce type d'exercice. Maintenant, un peu plus compliqué, on va parler des combinaisons. Combinaison, c'est qu'à la différence de notre problème d'arrangement, par exemple des chevaux qui disputaient une course, l'ordre ne va plus avoir d'importance. Par exemple, on peut prendre cet exemple-ci. Combien de cornets de glace constitués de 3 boules de parfums différents peut-on commander chez un glacier qui propose 10 parfums? Donc, 3 boules parmi 10 parfums. Alors, quelle est la différence avec notre problème de chevaux? Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs cas. Si on liste tous les cas possibles, on va compter certains cas plusieurs fois. Par exemple, le cornet fraise vanille chocolat et chocolat fraise vanille. Si on fait la formule avec les factoriels qu'on a vu tout à l'heure, on va le compter comme 2 cas différents. Alors qu'en fait, c'est bien le même cas, hein, c'est les mêmes 3 parfums. Donc notre formule, elle va devoir être adaptée. Quand on fait la combinaison de K parmi N, d'accord, c'est-à-dire qu'on choisit K parmi N et l'ordre dans lequel on le choisit n'a aucune importance, la formule, ça va être factoriel N sur factoriel N moins K fois factoriel K, d'accord? Remarquez, on ajoute quoi? On multiplie le dénominateur par le factoriel K, autrement dit, on va diviser par un nombre plus grand, donc on va réduire le nombre de K pour compenser le fait que fraise, vanille, chocolat, vanille, fraise, chocolat, fraise, tout ça, c'est les mêmes variations d'un cas identique. Alors, appliquons ça à nos 3 boules parmi 10. Combien on a de choix possibles pour 3 boules parmi 10? K c'est 3, N c'est 10, factoriel 10 sur factoriel 10 moins 3 fois factoriel 3. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne 10 fois 9 fois 8 fois factoriel 7. Je m'arrête évidemment à factoriel 7 dans le développement parce que je sais qu'ici, je vais avoir factoriel 7 fois factoriel 3. Factoriel 3, c'est quoi? C'est 3 fois 2. Je note pas le fois 1, ça sert à rien. Donc je peux simplifier ici, factoriel 7 et factoriel 7. Il me reste 10 fois 9 fois 8. 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. 8, c'est quoi? C'est 4 fois 2. Je simplifie ici les 3, ici les 2. Il me reste quoi? Il me reste 10 fois 3 fois 4. Autrement dit, 120. Et 120, c'est la réponse A. Autre exemple. Toujours sur les combinaisons. Un palace emploie 13 grooms et 5 concierges. 13 grooms et 5 concierges. Combien d'équipes différentes de 3 grooms et 2 concierges, donc d'équipes de 3 grooms et 2 concierges, est-il possible de former pour accueillir un client important? Alors en effet, c'est un petit peu difficile d'essayer de constituer ces équipes avec une formule. Mais on va simplifier tout de suite le problème.
On va chercher le nombre d'équipes de groom possibles, le nombre d'équipes de concierges possibles, et on multipliera simplement entre eux les deux cas. Alors, combien d'équipes possibles de 3 grooms parmi les 13? Évidemment, l'ordre dans lequel on choisit les grooms n'a pas d'importance, on est dans une combinaison, donc avec la formule qu'on vient de voir tout de suite, ce sera factoriel 13 sur factoriel 10 fois factoriel 3. Autrement dit, ce sera, je vous fais la simplification en direct, 13 fois 12 fois 11, je ne mets pas fois factoriel 10 parce qu'on va le simplifier juste en dessous ici, donc 13 fois 12 fois 11 sur 3 fois 2. 3 fois 2, où est-ce qu'on va pouvoir le simplifier? On va pouvoir le simplifier à partir de notre 12. Notre 12, évidemment, c'est 2 fois 6. Ça fait 13 fois 6 fois 2 fois 11 sur 3 fois 2. On simplifie ici. 13 fois 11, c'est combien? C'est 13 fois 10, 110, plus 13, 143. Ou mieux, si on connaît les critères de divisibilité par 11, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour multiplier par 11 un nombre à deux chiffres, on va tout simplement écarter les deux chiffres, donc le 1 et le 3, et mettre leur somme au milieu. 1 plus 3, 4, ça fait 143. 143 fois 2, c'est 286. Donc on a 286 équipes de grooms différentes. Maintenant, combien on va pouvoir constituer d'équipes de concierges? Donc 2 parmi 5, toujours la même formule, factoriel 5 sur factoriel 3 fois factoriel 2. Autrement dit, 5 fois 4 fois factoriel 3, que je note pas parce qu'on va faire la simplification immédiatement avec ce 3-là, sur 2. 5 fois 4 sur 2, on n'a même pas besoin de simplifier, ça fait 20 sur 2, ça fait 10. D'accord? Donc j'ai 286 équipes de grooms et 10 équipes de concierges. Exactement le même problème que les chemises et les cravates maintenant. Combien j'ai de cas possibles? Je choisis parmi 286 équipes de grooms et 10 équipes de concierges. 286 fois 10, 2860. Et 2860, c'était notre réponse E. Alors, maintenant on va essayer de parler des suites arithmétiques. Et pour parler des suites arithmétiques, on va prendre un exercice qui est un pont parfait pour ça. Les 25 invités d'une réception se saluent par une poignée de main. Combien comptera-t-on de poignées de main lors de cette réception? Alors autrement dit, comme chacun va serrer la main à chaque autre invité, on peut essayer de trouver le nombre de groupes de 2 invités différents parmi 25, d'accord? Et ça, ce serait factoriel 25 sur factoriel 23, ça fait factoriel 2. Mais ici, c'est largement pas optimal. Ce genre de problème, on va plutôt les traiter comme des suites arithmétiques. D'accord? Suite arithmétique, c'est quoi? C'est une suite dont les termes sont écartés d'un écart constant. D'accord? Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 1 entre chaque terme. 10, 20, 30, 40, 50, 10 entre chaque terme. Et en fait, les suites arithmétiques, elles ont une propriété qui nous intéresse, c'est que la somme de leurs termes, c'est égal à leur premier terme, plus à leur dernier terme, fois leur nombre de termes, le tout divisé par 2. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai envie de faire la somme des chiffres de 1 à 10, enfin des nombres de 1 à 10 plutôt, je vais dire 1, le premier terme, plus le dernier terme, 10, le tout fois le nombre de termes, donc 10, divisé par 2. Le somme des chiffres de 1 à 10, ou des nombres de 1 à 10, ça fait 11 fois 10, 110, divisé par 2, 55. On va l'utiliser dans beaucoup d'exercices. Cet exercice-là est un cas typique, parce qu'en fait, on peut considérer ça. On peut considérer que chacun des 25 invités va suivre une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que le premier invité, il va serrer 24 mains, on est d'accord, il va serrer toutes les mains, sauf la sienne. Le deuxième invité, il va serrer 23 mains, vu qu'il va serrer toutes les mains, sauf la sienne, et celle du premier qu'on vient de citer, qui lui aura déjà serré les mains. Le troisième invité va serrer 22 mains, le quatrième 21, etc., etc. Et on arrive au 25e et dernier invité, qui va ne serrer aucune main. Parce que
chacun des autres invités lui aura déjà serré la main. Autrement dit, on a une suite arithmétique dont le premier terme c'est 24, le nombre de mains serrées par le premier invité. Le dernier terme c'est 0, le nombre de mains serrées par le 25e invité, et le tout multiplié par le nombre d'invités, c'est-à-dire 25. Donc 24 plus 0 fois 25 divisé par 2. Autrement dit, 24 fois 25 divisé par 2. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 12 fois 25. Et 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. Donc 3 fois 4 fois 25. 4 fois 25, c'est 100. 3 fois 100, 300. 300, c'est notre réponse E. Maintenant, nouvel exercice autour des suites arithmétiques. J'ai 27 ans. Combien de bougies ai-je soufflé depuis ma naissance? D'accord? Donc, les bougies qu'on aura soufflées en 27 ans. Soufflées en 27 ans. Alors, on est toujours dans une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que à mon premier anniversaire, j'ai soufflé une bougie. À mon deuxième anniversaire, j'ai soufflé 2 bougies. À mon troisième, 3 bougies, etc. etc. Jusqu'à mon 27e anniversaire, où j'ai soufflé 27 bougies. En partant de ça, on voit bien que c'est une suite arithmétique. Et on va essayer de faire la somme des termes. Premier terme, mon premier anniversaire, une bougie. Dernier terme, mon 27e anniversaire, 27 bougies. Le nombre de termes, mes 27 anniversaires, donc fois 27. Le tout divisé par 2. J'arrive à quoi? J'arrive à 28 fois 27 divisé par 2. Autrement dit, 14 fois 27. Et 14 fois 27, comment je peux le simplifier? Pareil, soit je peux passer par 25, mais ici c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que je vais faire 10 fois 27, 270, plus 4 fois 27. Faire fois 4 c'est quoi? C'est juste faire fois 2 fois 2. 27 fois 2, 54. 54 fois 2, 108. Donc 270 plus 108, ça fait 378. 378, réponse D. Alors évidemment, ici, je ne vais pas vous demander d'apprendre une formule autre que la somme des termes d'une suite arithmétique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient d'apprendre une formule. Les bougies depuis ma naissance, c'est n fois n plus 1 sur 2. Les poignées de main, par contre, ce sera n fois n moins 1 sur 2. C'est une très mauvaise stratégie parce que, premièrement, la formule, vous la retrouvez très très rapidement une fois que vous avez la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Et en plus de ça, le risque d'erreur est immense, d'accord? Si on vous dit les équipes qui se rencontrent dans un championnat, vous ne savez jamais s'il faut utiliser n fois n moins 1, n fois n plus 1, n fois n plus 2. Donc, retenez cette formule, c'est la seule qui est nécessaire pour traiter tout ce genre de problème. Bien, avant de passer aux probabilités, on va parler un peu de dénombrement. Alors, quand je parle de dénombrement ici, je ne parle pas vraiment de dénombrement de manière combinatoire, comme on pourrait le penser, mais je parle de dénombrement de chiffres. Alors, dénombrement de chiffres, c'est un terme un petit peu barbare pour désigner un problème qui est devenu vraiment un des plus grands classiques de l'épreuve. C'est rare que ces dernières années, on trouve un sujet sans cette question ou une question qui s'y rapproche terriblement. Du type, j'écris sur une feuille de papier tous les nombres de 0 à 500. Combien de fois le chiffre 4 apparaît-il sur la feuille? Autrement dit, combien de 4 dans l'écriture des nombres de 0 à 500? Comment on va traiter efficacement ce genre de problème? Eh bien, tout simplement, on va le séparer en 3 étapes. C'est qu'on va compter le nombre de 4 dans les centaines, dans les dizaines et dans les unités. Ce sera beaucoup plus simple qu'aller chercher tous les nombres qui contiennent un 4. Et pour ça, on va séparer aussi notre liste de nombres. On ne va pas compter directement de 0 à 500. On va faire étape par étape, de 0 à 99, de 100 à 199, de 200 à 299, de 300 à 399, de 400 à 499, et enfin le 500. Pourquoi on sépare par centaines comme ça? Parce qu'en réalité, quand je sépare par centaines, sur les deux derniers chiffres, il se passe toujours la même chose.
Dans une centaine donnée, le chiffre 4, combien de fois il va apparaître au nombre des unités? 10 fois. Dans 4, par exemple, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 et 94. Même logique pour 204, 214, 224, etc. Donc en fait, je sais que dans chaque centaine, ici, je vais avoir 10 fois le chiffre 4 au rang des unités. Évidemment, dans 500, dans le nombre 500, il n'y est pas. Les dizaines, c'est exactement la même logique. Dans une centaine donnée, le 4, je le retrouverai 10 fois, comme n'importe quel autre nombre, d'accord? Je le retrouverai dans 440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc entre 0 et 99, je le retrouve 10 fois au rang des dizaines, pareil entre 100 et 199, et pareil dans toute la logique, jusqu'à 499. Dans le 500, il n'est pas au nombre des dizaines. Et enfin, le nombre des centaines, c'est encore plus facile. Parce que entre 0 et 99, il n'y a jamais un 4 au rang des centaines. Entre 100 et 199, c'est toujours un 1, donc il n'y a jamais de 4 au rang des centaines. 200 et 299, pareil, c'est toujours un 2, jamais de 4. 300 et 399, toujours un 3. Entre 400 et 99, par contre, là, entre 400 et 499, il est dans tous les nombres, le 4. Il est dans chacun des nombres au rang des centaines, donc on va le retrouver 100 fois. Enfin, dans le 500, c'est un 5 au rang des centaines et pas un 4. Alors, combien de fois le chiffre 4 apparaît-il sur la feuille? Au final, ici 100 fois au rang des centaines, 10, 20, 30, 40, 50 fois au rang des dizaines, et 10, 20, 30, 40, 50 fois au rang des unités. Il apparaît au total 100, 150, 200 fois. Réponse B. C'est un problème super important, parce que comme je vous disais, il est dans quasiment tous les sujets récents, et c'est pour ça que sur le site, dans la partie des exercices, vous allez retrouver un grand nombre d'exemples pour vous entraîner à trouver cette réponse. Alors on passe aux probabilités. Notre règle de base sur les probabilités, que vous le connaissez sans doute, mais qu'on va renoter pour la forme, c'est qu'une probabilité, c'est quoi? C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. D'accord? Donc si par exemple, je vous dis quelle est la probabilité de sortir un As en jetant un dé, j'ai une chance, cas favorable, sur 6, vu qu'il y a 6 possibilités en jetant un dé, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Quelle est la probabilité que je sorte un chiffre pair en jetant un dé? Les cas favorables pour sortir un nombre pair en jetant un dé, c'est de sortir le 2, le 4 ou le 6. Et les cas possibles, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, autrement dit toutes les faces du dé. Quelle est la probabilité de sortir un chiffre pair en jetant un dé? 3 cas favorables sur 6 cas possibles, autrement dit en simplifiant, une chance sur 2. Bien, et quelle est la probabilité maintenant de ne pas sortir l'As en jetant un dé, d'accord? Ne pas sortir l'As en jetant un dé. Alors je peux m'amuser à lister tous les cas favorables, donc c'est-à-dire il faudrait que je sorte un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, et j'ai toujours mes mêmes 6 cas possibles, pour conclure que j'ai 5 chances sur 6 de ne pas sortir l'As. Évidemment, cette manière de procéder est stupide, ça nous prend du temps, alors que le plus simple ici, c'est de se dire que comme la probabilité de sortir un As, c'est 1 sur 6, alors la probabilité de ne pas le sortir, c'est 1 moins 1 sur 6, autrement dit, c'est 5 sur 6. La probabilité de A bar, que l'événement A ne se réalise pas, c'est quoi? C'est tout simplement 1 moins A. Et ça, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ça veut surtout aussi dire qu'une probabilité, c'est toujours compris entre 0, aucune chance, et 1, certitude. On ne peut pas avoir une probabilité de 12, de 14, de 18, non. Soit on a un pourcentage, on a une probabilité de 27%, mais c'est quoi un pourcentage? Un pourcentage, c'est 27%, c'est 0,27. Donc on a toujours un nombre compris entre 0 et 1. Allez, une dernière sur ces petits calculs simples de probabilité. Quelle est la probabilité de sortir 7 fiches au cas de 21, c'est-à-dire autrement de sortir 3 As en lançant 3 dés en même temps? Alors, on sait bien que la probabilité de sortir un As, c'est 1/6, d'accord?
Donc la probabilité de sortir un as avec le premier dé, c'est 1/6. La probabilité de sortir un as avec le deuxième dé, c'est 1/6. Et la probabilité de sortir un as avec le troisième dé, c'est 1/6. Dès lors que les événements sont indépendants, et là c'est le cas, c'est-à-dire il n'y a pas de lien entre les différents dés qu'on jette, pour composer comme ça des probabilités, on va simplement les multiplier entre elles, d'accord? Donc la probabilité de toucher nos 7 fiches, c'est 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6, autrement dit 1 sur 6 au cube, autrement dit 1 sur 216. Bien. Maintenant, un autre type de problème qu'on voit très régulièrement, les problèmes autour des cartes. D'accord? On prend par exemple ce cas, dans un jeu de 52 cartes, je retire les figures rouges, puis je tire une carte. Quelle est la probabilité que cette carte soit un trèfle? On est toujours dans la même logique. On compare les cas favorables et les cas possibles. Donc on va compter dans notre jeu de cartes quels sont les cas favorables et les cas possibles. Hop, voilà, je dresse mon tableau. Et on va partir d'un jeu normal. Dans mon jeu normal, quels sont les cas possibles, les différents événements qui peuvent arriver? 52, vu que j'ai 52 cartes, je peux tirer n'importe quelle carte. Et quels sont les cas favorables? Quels sont les cartes de trèfle? Il y en a 1 sur 4, autrement dit, il y en a 13, d'accord? Tirer un trèfle dans un jeu normal, j'ai 13 chances sur 52, autrement dit 1 sur 4. Maintenant, imaginons que je fasse ce que l'énoncé me demande, c'est-à-dire retirer les figures rouges. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le valet de cœur, je vais enlever la dame de cœur et je vais enlever le roi de cœur. Je vais faire la même chose pour les carreaux. Je vais enlever le valet de carreau, je vais enlever la dame de carreau et je vais enlever le roi de carreau. J'ai enlevé combien de cartes au total? J'en ai enlevé 6, d'accord? Donc combien il reste de cartes? Dans mon jeu, 46. Combien il reste de cas favorables, autrement dit trèfle? Ça n'a pas changé. J'ai enlevé des cartes de cœur et des cartes de carreau, il reste toujours 13 trèfles. Autrement dit, la probabilité que la carte que je tire soit un trèfle, c'est 13 sur 46, réponse D. Maintenant, imaginons qu'on change un petit peu la question et qu'on dise dans un jeu de 52 cartes, je retire les figures rouges toujours, puis je tire une carte. Quelle est la probabilité que cette carte soit un cœur? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux effacer ma deuxième ligne, mais ma première ligne reste identique, évidemment. Le cas favorable, donc le nombre de cartes de cœur, ici dans un jeu de cartes non modifié, c'est 13, sur un nombre de cas possible de 52. D'accord? Une fois que j'ai enlevé le valet de cœur, la dame de cœur, le roi de cœur, valet de carreau, dame de carreau et roi de carreau, je n'ai plus que 46 cartes dans mon jeu. Et combien reste-t-il de cœurs? Eh bien, il en reste moins qu'avant. D'accord? Vu que j'en ai enlevé 3, il en reste 10. Ça nous donne combien? Ça nous donne 10 sur 46, autrement dit 5 sur 23. B, 5 sur 23. Toujours la même logique, maintenant on va parler des urnes. Une urne contient 3 boules rouges et 6 boules noires. Quelle est la probabilité que les 2 premières boules que je sorte soient rouges? Alors attention ici à ce qu'on pourrait appeler l'effet domino. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait que je tire une première boule, puis une deuxième, change les probabilités. D'accord? Pourquoi? Parce que mon premier tirage, qu'est-ce qui se passe lors de mon premier tirage? On prend les boules rouges, autrement dit, les boules qui nous donnent un résultat favorable, parmi le nombre total de boules. Premier tirage, j'ai combien de cas favorables? Eh bien, j'ai 3 boules rouges, parmi une urne qui contient 9 boules, d'accord? Donc la probabilité d'une rouge au premier tirage, c'est bien 3 sur 9, autrement dit, 1 tiers. Attention de ne pas conclure en disant que la probabilité que je tire une boule rouge au deuxième tirage, ce soit aussi 1 tiers. Pourquoi? Parce que dans mon deuxième tirage,
j'ai deux cas possibles. Si j'ai tiré une rouge en premier, ben j'ai plus que 2 boules rouges dans l'urne, parmi 8 boules. Parce qu'on en a évidemment tiré une. Et si jamais j'avais tiré une boule noire en premier, il resterait 3 boules rouges parmi 8 boules. Donc les probabilités ont été modifiées entre les deux tirages. La probabilité de tirer une rouge au deuxième tirage, c'est plus 1/3, c'est 2 sur 8. Autrement dit, 2 sur 8, c'est quoi? C'est 1/4. Comme on l'a vu tout à l'heure, les probabilités se multiplient. Donc la probabilité d'avoir 2 boules rouges sur les deux premières que je tire, c'est 1/3 fois 1/4, autrement dit 1/12e. Réponse D. Et alors enfin, dernier piège des probabilités, c'est de mal définir les cas favorables ou de mal définir les cas possibles. Regardez, la famille Dupont a 3 enfants, je sais qu'ils ont au moins une fille. Quelle est la probabilité qu'ils aient exactement 2 filles? Donc, 3 enfants, au moins une fille, probabilité d'exactement 2 filles. Alors, on va faire un petit tableau pour les cas favorables avec l'aîné, l'enfant, on va dire, du milieu, et le cadet, ou la cadette. Regardons quels sont les cas favorables pour qu'une famille ait exactement 2 filles. L'aîné est une fille, l'enfant du milieu est une fille et le cadet est un garçon. L'aîné est une fille, l'enfant du milieu est un garçon et la cadette est une fille. L'aîné est un garçon, l'enfant du milieu est une fille et la cadette est une fille. Et attention, beaucoup d'entre vous vont rajouter l'aîné est une fille, l'enfant du milieu est une fille, la cadette est une fille. Évidemment, ça ne fonctionne pas. La question, c'est quelle est la probabilité qu'ils aient exactement 2 filles. Donc, pas 3 filles. Ça nous donne un total de cas favorables qui est égal à 3. Maintenant, listons les cas possibles pour le sexe des enfants de cette famille. Alors, on refait déjà notre petit tableau rapidement, celle qu'on a mis, les cas qu'on a mis ici, fille, garçon, fille, garçon, fille, 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 fille. On a aussi d'autres cas, tous les cas où il va y avoir 2 garçons, c'est-à-dire garçon, garçon, fille, garçon, et fille, garçon, garçon. On a enfin le cas avec les 3 garçons. Les 8 cas possibles pour le sexe de 3 enfants d'une famille. Là, on les a listés, mais pour savoir combien il y en avait, c'était simple, d'accord? Sachant que à chaque fois, on a 2 cas possibles pour chaque enfant, ce sera tout simplement 2 puissance le nombre d'enfants, le nombre de cas possibles. Parce que le premier peut être un garçon ou une fille, deuxième un garçon ou une fille, troisième un garçon ou une fille. Autrement dit, combien il y a de cas possibles pour 3 enfants? Pour le sexe de 3 enfants, il y en a 8. De 4 enfants, il y en a 16. De 5 enfants, il y en a 32, etc. etc. Bref, revenons à notre problème. Ici, on a 8 cas possibles dans l'absolu pour le sexe de 3 enfants. Mais est-ce que l'énoncé nous donne une contrainte? Oui, l'énoncé nous dit, je sais qu'ils ont au moins une fille. Donc, le cas ici, où on a 3 garçons, c'est pas un cas possible, l'énoncé nous l'interdit. Donc en réalité, le nombre de cas possibles, c'est pas 8, c'est 7, et donc la probabilité qu'ils aient exactement 2 filles, c'est 3 sur 7. Réponse C. Enfin, on va aborder quelque chose qui vous torture très souvent, alors qu'en réalité c'est extrêmement simple, c'est les probabilités conditionnelles, d'accord? Probabilité de A sachant B, de B sachant A, etc., etc. Alors je vais prendre un parti pris ici, je vais vous dire que connaître ce genre de formule est absolument inutile, d'accord? Pourquoi? Parce que, en réalité, on n'est pas là pour prouver d'une manière mathématique formelle les réponses, on est là pour trouver la réponse de la manière la plus efficace. Et la manière la plus efficace, c'est jamais ce genre de formule de probabilité, probabilité totale, etc. On va toujours repasser plus par des statistiques, autrement dit par des tableaux en basse 100. Prenons un exemple. En France, 70% des voitures roulent au diesel. Ce taux monte même à 80% pour les voitures de constructeurs français qui représentent les 3/5 du parc. On va tout simplement construire un tableau.
hein, avec les voitures diesel, donc les voitures qui ne sont pas diesel, les voitures françaises, les voitures qui ne sont pas françaises, total. D'accord ? Et on va prendre ce que j'appelle une base 100. Alors une base 100, hein, ça nécessite quand même un petit peu de réflexion, c'est pas toujours la base la plus adaptée. Si après vous avez des résultats qui sont en 20e ou je ne sais pas, dans une autre unité, on va réfléchir à notre base. Mais ici on va dire qu'on prend une base 100, c'est-à-dire qu'au total, française et pas française et diesel et pas diesel, le total des voitures c'est 100. Et à partir de ce moment-là, on va appliquer nos probabilités à ce nombre de 100. En France, 70% des voitures roulent au diesel. 70% des voitures roulent au diesel, autrement dit diesel, on a 70 voitures. Okay. Qu'est-ce qu'on peut déduire aussi? Que les voitures qui ne roulent pas au diesel, du coup, sont 30. D'accord? C'est plutôt évident. Et on nous dit ensuite, ce taux monte même à 80% pour les voitures de constructeurs français. Alors, quand 80% pour constructeurs français, pour l'instant, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, d'accord? On va le mettre dans un coin de notre tableau. 90% des voitures de construction française roulent au diesel, mais pour l'instant, on ne peut pas lui trouver une application concrète. On regarde notre dernière information. Les voitures de constructeurs français représentent les 3/5 du parc. Alors, c'est combien 3/5 de 100? Bon, ben ça, si vous connaissez un petit peu les pourcentages, c'est facile. Vous savez, 1/5 c'est 20%, 3/5 c'est 60%. Donc 60% de 100, ça nous donne 60 voitures de constructeurs français et 40 voitures de constructeurs étrangers. Qu'est-ce qu'on nous disait aussi? On nous disait, notre information qui va du coup nous servir, 80% des voitures de constructeurs français roulent au diesel. Donc on cherche à faire 80% de 60. 80% de 60, pour quelqu'un qui est un petit peu entraîné au Taj-Mahal, il sait bien que 80% c'est 4 fois 20%, donc c'est 4/5. 20% c'est 1/5. 4/5 de 60. 60 c'est quoi? C'est 5 fois 12. Donc 4 fois 5 fois 12 divisé par 5, ça fait 48. Maintenant on n'a plus qu'à compléter notre tableau de manière très simple. On a 48 voitures diesel qui sont de constructeurs français sur un total de 70 voitures diesel. 48 pour aller à 72, combien je dois rajouter? 22. Ici, j'ai 22 voitures étrangères qui roulent au diesel et au total, j'ai 40 voitures étrangères. Donc, combien ne roulent pas au diesel? 18. Et enfin, je ne sais pas, par exemple, par ici, dans les voitures diesel, je sais que j'en ai 30 au total. 18 de constructeurs étrangers, donc de constructeurs français, 12. Une fois que j'ai ce tableau-là, je sais que je vais traiter toutes les questions de probabilité conditionnelle en une fraction de seconde. Pourquoi? Regardez. Quelle est la probabilité qu'une voiture de constructeur étranger roule au diesel? Ok, donc ça veut dire que je restreins un petit peu ma situation. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette partie-là du tableau quand on parle des constructeurs étrangers. Quelle est la probabilité qu'une voiture de constructeur étranger roule au diesel? J'ai 22 voitures diesel parmi 40. 22 sur 40. 22 sur 40, ça fait combien? Ça fait 11 sur 20. Moi, je veux ça en pourcentage, donc je veux ça en bas. Je multiplie par 5. 11 fois 5 sur 20 fois 5, ça fait 55 sur 100. Autrement dit, 55%. 55%, réponse C. Même logique pour la deuxième. Quelle est la probabilité qu'une voiture provienne d'un constructeur étranger, sachant qu'elle ne roule pas au diesel? Sachant qu'elle ne roule pas au diesel, maintenant, on s'intéresse à cette partie-là du tableau, c'est-à-dire les voitures qui ne roulent pas au diesel. Alors, parmi les 30 voitures qui ne roulent pas au diesel, combien viennent de constructeurs étrangers? Donc autrement dit, cas favorable sur cas total. Dans les voitures qui ne roulent pas au diesel, cas favorable 18 qui ne viennent pas de constructeurs étrangers, cas total 30. 18 sur 30. 18 sur 30, comment je peux simplifier ça? Je sais que tous les deux sont multiples de 6, d'accord? C'est 3 fois 6 sur 5 fois 6. Autrement dit, c'est 3/5. 1/5, je sais bien que c'est 20%. Donc ça fait 60%. 60%, réponse D. Donc vous voyez bien qu'en réalité, ces problèmes qui peuvent vous paraître complexes parce que vous avez appris à les faire d'une manière très formelle, peuvent être résolus très très simplement. Bon, pour refaire un point, nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu déjà tout ce qui concernait le dénombrement. Comment faire du dénombrement sur des arrangements, des combinaisons, mais surtout, et je vous invite à revenir sur ce point-là, les dénombrements des chiffres. Combien de fois le chiffre 4 apparaît-il entre 0 et 322? Parce que c'est un cas qui devient extrêmement fréquent. On a parlé également des probabilités et des probabilités conditionnelles.
pour faire un peu le tour complet de tout ce qui est, comme je vous l'avais promis, analyse combinatoire et probabiliste. Merci d'avoir regardé ce cours. Pour regarder d'autres vidéos concernant les autres grands classiques du calcul, vous avez les liens qui apparaissent en bas de l'écran. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu qui sera mis tout au long de l'année. Et également à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, dont vous pourrez retrouver non seulement des cours de calcul, mais également des cours dans les 5 autres sous-tests du Taj Mahal, 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo et plusieurs milliers d'exercices. À très vite.